Nous accueillons Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir Alain. Oui, écoutez, j'écoute l'émission depuis pas mal de temps. Déjà, je suis fasciné par une certaine rigueur, comme ça, une précision, une honnêteté que je sens chez vous. Merci. Et quand vous avez parlé de l'OVNI, je vais vous parler d'une chose dont j'ai, à part quelques amis dont j'ai jamais jusqu'à présent parlé, surtout que je suis un musicien assez connu sur la place de Paris. Ah oui, d'accord, je comprends très bien. J'ai vu un jour, il y a à peu près une dizaine d'années, j'habitais à l'époque dans l'île Saint-Louis, au 6e étage, et j'avais une vue donc à 180 degrés sur tous les toits de Paris. Oui. Et je dois vous dire d'abord que je suis passionné par les ovnis depuis que je suis enfant, d'une manière même un peu, très très forte, oui. d'une manière inexplicable, sujet à beaucoup de synchronicité jungienne tout le temps dans ma vie. Je pourrais écrire un bouquin sur tout ce qui m'est arrivé, et que j'aurais rêvé de voir quand j'étais chez des amis en Provence la nuit, sous un ciel étoilé, de voir des ovnis. J'en ai jamais vu. Oui. Et surprise, un soir, j'étais au bord de ma fenêtre, après une rupture amoureuse, d'ailleurs, avec une femme, donc dans un état plutôt mélancolique. Je pense que c'était vers septembre-octobre, il y a une dizaine d'années. À la fenêtre, comme ça, vers 9h30 le soir, donc une sorte de clair-obscur. Et d'un seul coup, j'ai vu comment est-ce que je vais appeler ça, je dirais simplement 3 disques lumineux. Oui. 3 cercles lumineux très très beaux. C'était comme comme des disques, avec une sorte de lumière dorée, comme des coupoles, qui sont arrivés de la droite, plus rapide qu'un avion, parce que je peux suivre un hélicoptère avec le petit clignotement qui met un certain temps à traverser tout l'espace que je voyais. Et là, c'était déjà beaucoup plus rapide. Oui. Et il s'est passé 2 choses bizarres. J'ai eu une sorte dans mon plexus de joie de reconnaître quelque chose, un sentiment très très fort, et en même temps l'intuition que quelque chose avait une intelligence et avait un but. Oui. Ce qui m'a étonné par la suite et qui est très proche de votre expérience, c'est que bizarrement j'ai été me coucher et que pendant 8 jours, moi qui suis passionné d'OVNI, je n'y ai plus pensé. Et que d'un seul coup, c'est 8 jours après que je me suis dit, mais nom d'un chien, mais j'ai vu passer 3 ovnis. Alors j'en ai parlé j'en ai parlé une fois à Dominique Proust, qui est astrophysicien à Meudon, parce que j'étais dans des rencontres un peu sur l'unité des choses, et j'étais un musicien invité avec d'autres. Et il me dit, mais c'est bon, il y a souvent des illusions d'optique, des reflets comme ça, mais je suis absolument persuadé que c'était quelque chose qui avait une existence matérielle très forte. Je sentais vraiment 3 disques presque métalliques, avec cette couleur, cette couleur un peu jaune-or du soleil couchant. Oui. Bon, et il n'y avait aucune déformation, c'est-à-dire que vraiment c'était au niveau linéaire, c'était d'une régularité, de la manière de traverser l'espace de droite vers la gauche extraordinaire. Mais justement, je me permets de t'interrompre, justement, tu n'as pas pu faire de confusion avec tous ces lasers de bateau-mouche Non, parce que là c'était vraiment trois disques qui ont traversé tout l'espace, et il n'y avait pas la moindre déformation. Quand ils ont disparu à gauche de mon regard, les cercles étaient exactement les mêmes. Et à la distance où c'était, puisque c'était quand même assez bas et assez loin, je pense que ça faisait bien 150 mètres, 200 mètres de diamètre. Mais simplement la question que je me suis posée par la suite, c'est comment ça se fait. J'exclus pas qu'il puisse y avoir une illusion, un laser, un machin, mais je suis sûr à 99,5% que j'ai vu quelque chose de réel. Est-ce que c'est possible que des choses comme ça se baladent dans le ciel de Paris sans que personne n'en parle du tout ? Oui, alors moi je te réponds oui avant que Jean-Marc n'intervienne, parce que j'ai déjà eu des témoignages d'auditeurs hors antenne qui nous font assez confiance pour nous dire ce qu'ils ont vu, et notamment j'ai eu il y a environ 2 semaines qui a eu lieu au-dessus de la Défense. Et on peut pas dire que ce soit un endroit tu vois, qui soit pas observé. Bien sûr. Donc ça arrive. Trocadéro, j'ai enregistré un témoignage de quelque chose qui avait été vu au Trocadéro. Et alors en plus, ce qui m'a frappé, c'est pourquoi cette idée m'est venue. Cette chose a une intelligence et elle a un but. Là, le sentiment du but c'est-à-dire que c'était une énergie qui partait d'une source, qui allait vers un ailleurs, et il y avait comme une sorte de force qui se dégageait de ça. Bon. Après, on rentre dans des rapports personnels au niveau de la croyance, la synchronicité, et quelque chose de l'OVNI qui est très enraciné en moi. Mais ce qui m'a surpris aussi, qui était un peu comique, c'est parce que quand même j'ai déjà déplacé 60 ans, c'est que toute ma vie, j'en ai jamais vu, et je m'attendais vraiment pas à en voir ce soir-là, quoi. Et là, t'en as vu un. Alors ça nous permet effectivement de poser la question à Jean-Marc. Quels sont les moyens de détection ? C'est quelque chose que tu connais assez bien. On parle souvent d'avions qui ne sont pas équipés pour qu'on les repère.
s'ils n'ont pas de transpondeur ou autre. Ah oui, d'accord. Quels sont les moyens de détection d'objets au-dessus de Paris, par exemple? La couverture de Paris est quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Paris... Encore faut-il savoir ce qu'on cherche, c'est là où... Alors Paris a une couverture radar d'aviation civile qui est de très très haut niveau, qui couvre toute la ville et bien au-delà, à cause du trafic international. Il y a des milliers d'avions qui se posent, qui décollent, etc. de Paris. Deuxièmement, Paris a une couverture de radar militaire qui est une des plus sophistiquées de France, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les acteurs et les décideurs de l'État sont à Paris, donc il faut les protéger. Il faut savoir que Paris profite aussi d'une défense de missiles antiaériens quasiment étanche. C'est une chose dont on parle peu, mais enfin à Paris, c'est pas de mal à veille qu'un avion passera. Cette défense, surtout après le 11 septembre, elle a été extraordinairement perfectionnée. Et en plus, Paris dispose même d'hélicoptères armés, d'intervention immédiate au-dessus de la ville en cas de pénétration d'un appareil aérien non autorisé. C'est-à-dire que par exemple, si vous ou moi, on prenait, je sais pas, un ULM ou un avion de tourisme et qu'on rentre dans le cercle, au-delà du cercle interdit autour de Paris et région, le temps d'interception n'excéderait pas 4 minutes. C'est-à-dire qu'il a été calculé pour que nous n'ayons pas le temps d'atteindre une cible prioritaire, par exemple l'Élysée ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que quand un ou plusieurs ovnis se promènent au-dessus de Paris, vous pouvez être sûr que aussi bien l'armée que l'aviation civile a des enregistrements radars extrêmement précis. Oui, mais alors justement, ce qui m'a surpris là, c'est que il y avait comme une espèce de tranquillité, qu'on n'avait rien à foutre de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, quoi. C'est ça qui m'a surpris aussi. Oui, alors si ce que j'ai expliqué est exact, c'est-à-dire si je ne suis pas complètement abusé par mon enthousiasme sur l'antigravitation, etc., il est tout à fait logique qu'un véhicule antigravitationnel soit parfaitement silencieux, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'avoir un écho-radar, mais il peut aussi disparaître, parce qu'un ovni peut émettre un écho-radar et tout d'un coup ne plus le renvoyer. C'est très variable. Et c'est pas parce que vous le voyez qu'il renvoie les ondes radar. Il peut très bien être visible visuellement, avec la lumière ou des reflets métalliques si c'est en plein jour, etc., et ne pas renvoyer d'écho-radar, comme il peut être quasiment presque pas visible visuellement ou pas du tout, et renvoyer d'énormes écho-radars. Mais ce qui m'étonnait, c'est que j'en ai pas entendu parler, et je me prends pas pour le centre du monde à penser que c'était une vision uniquement pour moi. Alors t'inquiète pas, t'es vraiment pas le seul, et en plus de nombreux témoignages mettent en avant le fait que les personnes qui voient ce genre de choses ont l'impression d'une sorte de connivence, de réelle connivence. Oui, j'ai un sentiment de complicité très fort. Et ce n'est pas, ce n'est pas nouveau ce que tu nous dis ce soir sur l'antenne. Ce sont des choses que j'ai déjà entendues. Alors bien sûr, je me suis replongé dans des tas de bouquins sur les ovnis et j'ai vu en fait que cette formation en triangle était arrivait assez souvent. Oui. Voilà. Et il y a de très belles vidéos d'ailleurs là-dessus, sur les sites d'ufologie sérieux, et aussi des photos d'ailleurs de ces formations. Alors un site que je conseille, c'est pas de la pub, mais enfin c'est un site qui s'appelle Photo OVNI, en deux mots. On avait reçu Parce qu'il a un avantage, je veux dire, c'est pas qu'il ait des photos scoop que n'ont pas les autres, ils ont les mêmes, mais c'est le seul que j'ai repéré, il y en a peut-être d'autres, mais c'est le seul qui vous donne des photos à haute résolution. Donc très belles photos. Alors pour vous donner une petite, avant de vous laisser dire une petite chose plus poétique mais qui est liée aux ovnis, dans mes concerts, en dehors du piano, j'utilise souvent des bols tibétains et des cymbales tibétaines. Ah oui, très beau. Et les petites cymbales tibétaines, elles ressemblent vraiment à des soucoupes volantes. Ah oui, tout à fait. Or, il y a une légende au Tibet très très belle qui dit que les dieux ont amené la connaissance aux hommes sur les plateaux de l'Himalaya, et quand ils sont partis, ils ont laissé des instruments de musique qui ressemblaient à leur char céleste. Voilà. Et chaque fois que je fais teinter des cymbales tibétaines, parfois très anciennes et très pures, je pense à cette légende qui est quand même intéressante. Ah, qui est plus qu'une légende, parce qu'il y a d'autres textes qui vous expliquent que effectivement les anciens, comme je suis bouddhiste, je peux en parler un peu, les anciens maîtrisaient l'art de la lévitation sonore, et que ces cymbales sont en fait un reste, mais on a perdu le secret en quelque sorte, de ce qui était des disques volants à lévitation sonore. Ah, d'accord. Qu'auraient donné, entre guillemets, ces dieux aux hommes méritants. Et pour finir d'ailleurs sur l'anecdote, je ne sais plus dans quel congrès où j'avais un concert avec ça, et je me suis retrouvé dans un réfectoire avec Jean-Pierre Petit, et je lui ai montré cette paire de cymbales tibétaines en lui rappelant cette légende, et je croyais que ça a bien fait rire aussi. Oui. Voilà. Bon, je vous laisse pour laisser la place à d'autres. Ah ben, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Serait-ce Alain Kremski que nous avons à l'antenne? Oui, c'est ça. Bonjour Alain Kremski. Oui. Bon, si je voulais être incognito, c'est raté. Oui. Non, mais tu parles de bols tibétains. Oui, ça c'est vrai que oui. Bon, il y en a pas 36. Spécialiste français des bols tibétains. Oui, il n'y en a pas 36.